Comme le montrent des dizaines d'affaires traitées sur cette même chaîne, toutes les personnes qui disparaissent pendant longtemps ne sont pas forcément victimes d'un acte criminel. Certaines personnes s'échappent vers une nouvelle vie, tandis que d'autres fuient simplement des sentiments de culpabilité, de honte ou d'échec. Statistiquement, la plupart des personnes disparues sont retrouvées en quelques jours, voire en quelques heures, mais les affaires que nous allons explorer aujourd'hui sont malheureusement des exceptions. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires de personnes célèbres qui sont encore portées disparues aujourd'hui. Levi Davis, né le 12 mars 1998 à Birmingham, en Angleterre, Levi Davis était surtout connu comme joueur professionnel de rugby avec les Worthing Raiders, où il jouait au poste d'ailier. Il a fait ses débuts avec Bath en 2017 avant de rejoindre les Ealing Trailfinders. Il a finalement rejoint les Worthing Raiders à l'automne 2021. En plus d'être un sportif professionnel, Levi était connu pour avoir participé à X Factor Celebrity en 2019, où lui et plusieurs autres joueurs de rugby ont chanté dans un groupe appelé Tristar, qui a terminé à la 5e place de la compétition. L'année suivante, il a participé à l'émission de télé-réalité Celebs Go Dating, après avoir récemment révélé sa bisexualité. Il a sorti sa première chanson With Me en septembre 2022. De toute évidence, Levi était un homme occupé avec de nombreux centres d'intérêt qu'il souhaitait poursuivre, et il était clair pour la plupart des gens que sa carrière ne faisait que commencer. Mais avant qu'il ne puisse vraiment trouver sa place dans le monde de la musique et de la célébrité, il a disparu. Levi, 24 ans, a été vu pour la dernière fois le 29 octobre 2022 après avoir quitté Ibiza, où il travaillait sur de la musique pour se rendre à Barcelone en bateau. Les caméras de surveillance l'ont montré en train de sortir du vieux pub irlandais sur la Rambla vers 22h. Ce soir-là, le personnel a indiqué qu'il n'avait pris que quelques verres avant de partir. Il a également appelé sa mère pour lui faire savoir qu'il était bien arrivé en ville, mais il n'avait plus d'argent et avait besoin d'un prêt de 30 livres pour payer son hôtel pour la nuit. Sa mère, Julie, se souvient l'avoir réprimandé de ne pas avoir assez économisé pour le voyage, confiant aux médias. Il a appelé et a dit « Maman, peux-tu m'envoyer 30 livres ?» Mais j'ai dit « Écoute, Levi, tu sais que je t'ai soutenu plus qu'assez ces derniers mois. Tu dois apprendre à te débrouiller tout seul. » Lorsqu'elle a tenté de le joindre ultérieurement, elle est restée sans réponse. On a eu de ses nouvelles pour la dernière fois dans la nuit du 30 octobre, quand il a envoyé un message vocal sur WhatsApp à certains de ses amis. Julie a ajouté que Levi avait commencé à voyager après avoir subi une grave blessure au genou qui l'a empêché de poursuivre sa carrière de rugby. Cependant, il s'intéressait à la musique et s'y consacrait depuis qu'il avait reçu la mauvaise nouvelle concernant sa blessure. Le matin suivant sa dernière apparition, des passagers d'un navire de croisière près du port de Barcelone ont aperçu un homme dans l'eau. Bien qu'il faisait sombre, ils ont réussi à distinguer son t-shirt blanc et pensaient qu'il s'agissait d'un homme à la peau foncée d'une trentaine d'années. Malgré les recherches de la police espagnole, il n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs ont suggéré que l'homme était Levi, car il ne manquait personne à bord du navire de croisière. Ils ont émis l'hypothèse que l'homme s'était noyé. Fait notable, dans les jours qui ont suivi sa disparition, les autorités ont découvert que le téléphone de Levi avait émis un signal près d'une station de métro souterraine proche du port vers 6h30 du matin, tandis que son passeport a été retrouvé une semaine plus tard dans la zone de fret du port. Son compte bancaire n'a pas été utilisé depuis sa disparition. Julie, cependant, soupçonne qu'il y a plus derrière cette disparition. 2 journalistes de la publication indépendante Byline Times ont suggéré que la police de Barcelone avait bâclé l'enquête en ne récupérant pas toutes les images de vidéosurveillance, les enregistrements et en ne vérifiant pas l'historique complet des communications de Levi, entre autres choses. Ils ont également suggéré que le jeune homme de 24 ans était victime de chantage peu de temps avant sa disparition. Ils ont allégué qu'il avait été victime d'un stratagème dans lequel il avait été piégé dans une situation sexuelle alors qu'il était sous l'influence de drogue, agressé sexuellement, et que cela avait été enregistré afin de pouvoir l'utiliser pour lui extorquer de l'argent. Levi a finalement avoué ce qui s'était passé à plusieurs amis proches et à sa mère.
L'enquête sur la disparition de Lévi est menée par les autorités espagnoles avec le soutien du Royaume-Uni, mais Julie a exprimé son désir de voir des avancées dans l'affaire et pense que la police britannique doit en faire davantage. Elle a déclaré « Je ne sais pas si mon fils est mort ou vivant. C'est mon bébé et il est très vulnérable. Je veux juste qu'il rentre à la maison. » Amelia Zelko. Le nom d'Amelia Zelko n'est peut-être pas familier aujourd'hui, mais dans les années 50, Amelia représentait ce que les criminels détestaient: l'honnêteté, l'intégrité et la force. Elle était connue comme une journaliste intelligente et directe, écrivant souvent des articles sur la face sombre du monde criminel et politique de l'Illinois, et couvrant des sujets comme la corruption, les gangsters et les jeux d'argent. Ses positions fermes et sa boussole morale inébranlable ont conduit les citoyens de Joliet à la respecter. Elle était tellement connue et admirée qu'on la désignait souvent uniquement par son prénom lorsqu'on parlait d'elle. Amelia a été aperçue pour la dernière fois à Joliet, Illinois, le 25 septembre 1957. La femme de 47 ans travaillait comme journaliste pour le Joliet Spectator, un hebdomadaire, au moment de sa disparition, mais elle était aussi la secrétaire et trésorière du journal, directrice commerciale et copropriétaire. D'après tous les témoignages, c'était une femme sûre d'elle et bien établie. Ses collègues l'ont vue dans la nuit du 25 septembre quittant le bureau du journal où elle travaillait sur un article pour le lendemain. Elle était de bonne humeur au moment de son départ et personne ne se doutait que ce serait la dernière fois que quelqu'un la verrait. Lorsqu'elle ne s'est pas présentée au travail le lendemain matin, son rédacteur en chef a contacté la police. Chez elle, qui se trouvait à seulement 3 minutes en voiture du bureau, les enquêteurs ont constaté que sa voiture était garée devant la maison et que les clés avaient été laissées sous le siège avant, à l'endroit habituel. En interrogeant le voisinage et en recherchant des témoins, les voisins ont révélé aux autorités qu'ils avaient entendu des cris et une voiture fuyant à grande vitesse, entre minuit et minuit 15, mais qu'ils ne l'avaient pas signalé, car des adolescents traînaient souvent dans le secteur, provoquant du bruit et du désordre. Le seul autre signe qu'Amelia était bien rentrée chez elle cette nuit-là fut la découverte de ses chaussures. L'une était par terre à côté, l'autre sur le coffre de sa voiture. Il paraît qu'elle avait été posée là par un passant qui l'avait trouvée par terre. D'après ses amis et collègues, Amelia avait déjà dit que si elle se retrouvait en danger, elle enlèverait ses chaussures et courait aussi vite qu'elle le pourrait. De plus, aucun autre de ses effets personnels n'a été retrouvé sur place. On sait qu'elle portait un sac à main lorsqu'elle a quitté le bureau, mais il n'a jamais été retrouvé, pas plus que son contenu. Il n'y avait aucun signe à l'intérieur de la maison qu'une lutte avait eu lieu, ce qui suggère qu'elle a été attaquée à l'extérieur à son arrivée. Ce qui renforce cette idée est l'absence de preuves de sa présence dans la maison durant la nuit. La principale théorie dans l'affaire d'Amelia est qu'elle est devenue victime d'un acte criminel en raison de son travail. Cette suggestion n'est pas non plus sortie de nulle part, car la police a appris que l'éditeur du journal, Guillaume McCabe, qui connaissait Amelia depuis qu'elle avait 17 ans, avait failli être battu à mort par 2 hommes non identifiés 9 ans plus tôt. Les hommes avaient attaqué avec des battes de baseball, le laissant pour mort. Un agriculteur l'a retrouvé avec une commotion cérébrale, un bras cassé, 2 jambes cassées et diverses blessures internes. De plus, son bureau avait été saccagé à ce moment-là, ce qui a conduit à penser qu'il avait été agressé en lien avec son travail. Bien qu'aucune accusation n'ait été portée, William et Amelia partagèrent la conviction que cette attaque était le résultat de la position anti-jeu du journal. Le journal avait déjà fait face à la violence auparavant. Il arrivait presque régulièrement que des briques soient lancées à travers les fenêtres et que des coups de feu soient tirés sur le bâtiment. Amelia était connue pour garder une boîte verrouillée contenant des dossiers secrets, dont certains avaient été volés lors d'une effraction plusieurs années auparavant. Une fois, elle a même contacté son frère, Joseph, pour lui dire qu'elle ne se sentait pas en sécurité lorsqu'elle se rendait à sa voiture la nuit, car elle craignait que quelqu'un ne la suive. Joseph est ensuite arrivé dans son propre véhicule, armé d'un fusil de chasse, et Amelia a pu rejoindre sa voiture sans incident. William McCabe est décédé moins d'1 an après la disparition d'Amelia. Ce n'était pas une mort suspecte, c'était attendu depuis longtemps. Il avait fait des allers-retours à l'hôpital pendant la dernière décennie. Les filles de William ont ordonné qu'un audit soit effectué peu de temps après, mais il s'est avéré qu'Amelia était une comptable très compétente et rien n'était anormal. Les autorités ont enquêté sur d'autres pistes, mais leurs efforts me sont restés vains et le journal a fait faillite en 1965 après avoir existé pendant près de 40 ans. Plusieurs informations ont été révélées des décennies après la disparition d'Amelia.
La première venait d'un barman qu'il a vu la nuit de sa disparition. Il a déclaré qu'elle s'était arrêtée boire un verre en rentrant et avait passé 2 appels longue distance d'une cabine téléphonique publique. Le barman ne s'est manifesté qu'en 1978. De même, cette même année, un témoin a affirmé avoir vu 4 hommes, avec un véhicule de couleur sombre, enterrer le corps d'une femme près du fond d'un fossé d'égout pluvial ouvert, non loin de la maison d'Amelia. Le témoin a allégué que cela s'est produit la nuit de la disparition. Ce rapport n'a jamais été vérifié. On ignore pourquoi les témoins ont attendu si longtemps avant de se manifester. L'affaire d'Amelia n'est toujours pas résolue et un acte criminel est toujours soupçonné. Le FBI a enquêté sur la disparition à un moment donné, et bien qu'ils n'aient pas pu exclure la possibilité que la femme de 47 ans ait disparu volontairement, ils ont également noté que la police locale semblait réticente à interroger des criminels notoires avec lesquels elle aurait pu avoir des différends en lien avec son affaire. Amelia a été légalement déclarée morte en 1964. Elle a été vue pour la dernière fois le 25 septembre 1957 à Joliet, dans l'Illinois. Elle est décrite comme une femme blanche, aux cheveux châtain foncé et aux yeux marrons. Elle mesurait entre 1,63 m et 1,68 m et pesait 53 kg lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle utilisait également le surnom Molly. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter le département de police de Joliet au 8 115 700 24 3000 20. Joseph Force Crater. Joseph Force Crater était né à Easton, en Pennsylvanie, le 5 janvier 1889. L'aîné de 4 enfants, il a fréquenté l'université Columbia où il a obtenu un diplôme en droit et rencontré sa femme, Stella Wheeler, qui l'a aidé à divorcer de son mari de l'époque. Le couple s'est marié au printemps 1917. Après avoir quitté l'école, Joseph a gravi les échelons, passant de commis à avocat prospère. Ses relations à l'université et celles qu'il s'est faites grâce à son travail lui ont permis de se rapprocher encore davantage des hautes sphères de la société new-yorkaise. Ses collègues l'appelaient Joe la bonne ambiance, car il était toujours enthousiaste à l'idée de profiter de la vie nocturne de la ville et de passer ses soirées à boire et à danser. En avril 1930, le gouverneur Franklin D. Roosevelt nomma Joseph juge à la Cour suprême de New York, dans le comté de New York, mais tout n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Joseph Crater avait déjà commencé à se forger une réputation un peu douteuse. Parce qu'il avait été nommé à la place d'un candidat officiel proposé par l'organisation politique Tammany Hall, beaucoup commencèrent à soupçonner qu'il avait soudoyé des membres influents du groupe afin de faire avancer sa propre carrière. Plus tard, il serait noté qu'il avait liquidé des investissements d'une valeur de 16 000 $ et retiré environ 7 000 $ de son compte bancaire ce printemps-là. Cette somme d'argent équivaut aujourd'hui à plus de 350 000 $, et il a été suggéré que cet argent liquide a servi à soudoyer les chefs de Tammany Hall. À l'été 1930, Joseph, 41 ans, et sa femme Stella passaient leurs vacances à Belgrade, dans le Maine. Ils ont décidé de faire une pause après le début d'une enquête anticorruption et à la fin du mois de juillet, il a reçu un appel téléphonique. Plus tard, il ne dira rien à sa femme sur le contenu de la conversation, si ce n'est qu'il retournait à New York pour remettre ces types à leur place. Le lendemain, il est revenu à Greenwich Village où se trouvait son appartement. Cependant, il n'a jamais rencontré aucun de ses collègues ni ceux qui menaient les enquêtes anticorruption. À la place, il a rencontré une danseuse nommée Sally Luritz, avec qui il est allé à Atlantic City dans le New Jersey. Joseph est retourné dans le Maine le 1er août, mais 2 jours plus tard, il est reparti à New York, promettant à Stella qu'il reviendrait pour son anniversaire le 9 août. Cependant, elle ne l'a jamais revu. Elle a déclaré à la police que son mari était de bonne humeur en partant et que tout semblait normal. Le 6 août, Joseph s'est rendu dans son bureau, où il a passé environ 2 heures à consulter ses dossiers. Il a détruit plusieurs documents et a demandé à un greffier de justice d'encaisser 2 chèques pour lui, représentant plus de 79 000 $ en valeur actuelle. Accompagné du greffier Joseph Marat, il a ensuite transporté 2 mallettes sécurisées jusqu'à son appartement, où il a demandé au greffier de prendre le reste de la journée de congé. Plus tard dans la journée, il a réservé une place pour un spectacle à Broadway au théâtre Belasco, bien qu'il ait déjà vu ce spectacle auparavant. Et il a ensuite dîné avec Sally Luritz et son ami William Klein, un collègue avocat. Plus tard, les 2 parties donnèrent des versions différentes du départ de Joseph du restaurant. Klein a affirmé qu'il était monté dans un taxi devant le restaurant à 21h30 et que le taxi était parti vers l'ouest sur la 45e rue.
Ritz était d'abord d'accord, mais les deux personnes ont changé leur version à un moment donné, affirmant que Joseph n'était en fait pas monté dans un taxi, mais qu'il avait descendu la rue, vraisemblablement en direction du théâtre, pour profiter du spectacle pour lequel il avait réservé des billets. Joseph n'a pas été immédiatement signalé comme disparu. Ce n'est que lorsqu'il a manqué son retour dans le Maine que sa femme a contacté des amis et des collègues à New York, cherchant le moindre signe de lui. Ses collègues juges se sont également inquiétés lorsqu'il n'est pas apparu pour l'ouverture des tribunaux le 25 août, et bien qu'une petite enquête privée ait été lancée à leur demande, aucune piste utile n'a été découverte. La police a finalement été informée de la disparition le 3 septembre et la presse a été mise au courant peu de temps après. À ce moment-là, ils ont commencé à publier l'histoire en première page, ce qui a conduit à en faire une nouvelle nationale. Une vaste chasse à l'homme a suivi dans les semaines suivantes et il a été noté le comportement plutôt suspect de Joseph avant sa disparition. Il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias selon lesquelles il aurait fui le pays avec une maîtresse afin d'éviter une sanction pour des méfaits liés à l'enquête anticorruption. Cependant, certains suggéraient qu'il aurait été victime d'un crime visant à le faire taire. Son histoire est devenue si célèbre et commentée que le public a fini par appeler le fait de disparaître « faire une Crater ». Les comédiens ont aussi profité de l'affaire, beaucoup commençant à utiliser la phrase « Juge Crater, appelez votre bureau » dans leurs sketchs. Peu de temps après le début de l'enquête, les détectives ont découvert que la boîte de dépôt de Joseph avait été vidée et que les 2 valises déposées chez lui, avec l'aide du greffier Joseph Marat, avaient disparu de l'appartement. Dans les jours qui ont suivi, maintenant que la nouvelle de la disparition avait éclaté, la police a été submergée de témoignages et de supposées pistes affirmant que Joseph avait été aperçu dans d'autres régions du pays. En octobre 1930, un grand jury s'est réuni et a impliqué 95 témoins ainsi que 975 pages de témoignages. Stella a refusé de comparaître, la raison exacte étant inconnue. Le jury a finalement déclaré que les preuves étaient insuffisantes pour déterminer ce qui était exactement arrivé à Joseph Carter le jour de sa disparition. Il est à noter que la relation de Joseph avec Sally Lou Ritz n'était pas sa première liaison extra-conjugale et qu'elle n'était pas non plus la première danseuse qu'il avait fréquentée. Pendant plusieurs années, sa réputation avait été entachée par l'idée qu'il avait un faible pour ce genre de filles et qu'il fréquentait beaucoup d'entre elles. Il avait une maîtresse de longue date nommée Connie Marcus en plus de Ritz. Fait intéressant, Ritz a quitté l'État peu après la dernière apparition de Crater. Elle a été retrouvée en septembre 1930 à Youngstown, dans l'Ohio, où elle vivait avec ses parents. Elle a dit avoir quitté New York pour s'occuper de son père souffrant. Pourtant, la police l'a interrogée à plusieurs reprises au fil des années, notamment en 1937, alors qu'elle vivait à Los Angeles. Une autre danseuse nommée June Brice aurait également vu Joseph la veille de sa disparition. L'avocat de Stella a affirmé que Brice avait été au centre d'un chantage qui impliquait également son petit ami. Le couple aurait soi-disant extorqué Joseph, et c'est pour cette raison qu'il avait retiré d'importantes sommes d'argent la veille de sa disparition. L'avocate a ajouté que le petit ami de Brice était responsable de la disparition et avait tué Carter. Brice a finalement disparu quelque temps avant la réunion du grand jury. Elle n'a été retrouvée qu'en 1948, date à laquelle elle se trouvait dans un hôpital psychiatrique. Une autre femme liée de façon incertaine au juge était Viviane Gordon, une prostituée de luxe, ayant des liens avec une femme nommée Madame Polly Adler, dont le travail consistait à recruter des prostituées pour des clients fortunés. On disait que Gordon avait de nombreux clients de haut rang, notamment des politiciens, des policiers et des hommes d'affaires, et elle avait également des liens avec Jack Lex Diamond, un contrebandier et gangster new-yorkais qui, selon les rumeurs, fréquentait de temps en temps Joseph Crater. Gordon avait notamment attiré l'attention du public après sa mort. Elle a été assassinée le 25 février 1931 après avoir proposé de témoigner sur la corruption policière parce qu'elle avait été faussement condamnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, ce qui lui avait fait perdre la garde de sa fille adolescente. Les circonstances au trouble et la violence évidente entourant sa mort ont amené le public à spéculer que son meurtre était lié à la disparition de Joseph. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles un petit carnet rouge aurait été trouvé au domicile de Gordon, impliquant des hommes puissants dans des affaires de corruption et les désignant comme des clients réguliers. Cependant, aucun carnet de ce type n'a jamais été retrouvé. Pourtant, la mort de Gordon a eu de nombreuses répercussions. Le policier accusé de l'avoir piégé a finalement démissionné de la police et le maire Jimmy Walker a également été contraint de démissionner.
L'emprise de Manny Hall sur la ville a finalement été dissoute et, plus tragiquement encore, la fille adolescente de Gordon s'est suicidée. 6 mois après la disparition de Joseph en janvier 1931, Stella a découvert des enveloppes contenant toutes sortes de documents, tels que des chèques, des actions et des obligations, ainsi qu'un mot, bien que le contenu de ce mot soit inconnu. Les enveloppes avaient été découvertes dans un tiroir de la maison qui avait déjà été fouillé, et bien que de nouvelles pistes aient émergé grâce à ces preuves, elles se sont rapidement éteintes. Stella a fait déclarer Crater mort en son absence en 1939, peu de temps après s'être remarié, et l'enquête sur sa disparition a été officiellement close 40 ans plus tard, en 1979. En 2005, la police a révélé qu'une femme était décédée à l'âge de 91 ans, laissant derrière elle des notes dans lesquelles elle affirmait connaître l'identité du meurtrier de Joseph Crater. La femme a déclaré que son mari, le détective du New York Police Department, Robert Good, avait appris que le meurtrier était un autre officier du New York Police Department nommé Charles Burns, qui travaillait également comme garde du corps pour le gangster juif et tueur à gages Abraham Kidd Twist Rose. Joseph aurait été enterré près de West 8th Street, à Coney Island, Brooklyn, à l'endroit où se trouve actuellement l'Aquarium de New York. Bien que le site ait été fouillé en 1950 et qu'il n'y ait eu aucune indication de la présence de restes humains, la technologie de l'époque n'était peut-être pas suffisamment avancée pour révéler un corps. Cependant, les journalistes qui ont largement couvert l'affaire ont exprimé leur scepticisme quant au récit de la femme âgée. Le lieu où se trouve Joseph Carter reste inconnu et il est encore aujourd'hui surnommé, je cite, « l'homme le plus disparu d'Amérique ». Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.